Personne n'a besoin de toi ce Noël. Ces mots, ma mère me les a jetés au visage comme une poignée de verre pilé, alors que je tenais une boîte de décoration scintillante entre les mains. Nous étions le 23 décembre, dans le salon familial encombré de cartons et de guirlandes à moitié suspendues. L'air sentait le sapin et une tension froide, un mélange étrange qui annonçait les fêtes chez nous. Son regard était glacial, ses mains parfaitement manucurées posées sur ses hanches, me désignant presque la sortie de ma propre maison. Autour de nous, le chaos des préparatifs s'est figé. Mon petit frère, Lucas, a esquissé un sourire en coin, et mon père a prudemment baissé les yeux sur le journal qu'il ne lisait même pas. J'ai senti le poids de la boîte s'alourdir, mes doigts se crisper sur le carton. Le silence qui a suivi ces paroles était plus assourdissant que n'importe quel cri. J'étais devenue une étrangère au milieu des miens, un simple outil logistique dont on pouvait se débarrasser une fois la tâche accomplie. Tout ça pour une simple question sur l'endroit où accrocher une vieille guirlande héritée de ma grand-mère. Une question innocente qui a déclenché une cruauté disproportionnée. Ma mère venait de me poignarder avec des mots, et personne n'a réagi. Si vous avez déjà ressenti cette solitude au milieu de votre propre famille, si vous savez ce que c'est que d'être invisible, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire, car ce jour-là, je me suis sentie terriblement seule. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette humiliation n'était pas seulement injuste, elle était absurde. J'étais la seule raison pour laquelle ce Noël parfait, dont ma mère voulait tant se vanter auprès de sa sœur, allait même avoir lieu. Ils me regardaient comme un fardeau, alors que j'étais en réalité le pilier invisible qui soutenait tout leur château de cartes. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de commettre une erreur monumentale. Depuis 3 ans, je finançais secrètement la quasi-totalité des dépenses de Noël. Mes parents avaient des difficultés financières qu'ils refusaient d'admettre, et ma mère était obsédée par l'idée de maintenir les apparences. Alors, avec mon modeste salaire de gestionnaire de paie, je comblais les trous. Cette année, la facture s'élevait à 2 850 €, prélevée directement sur mes économies. Il y avait les 850 € de cadeaux pour tout le monde, les 600 € pour le traiteur de luxe qu'elle avait exigé, les 400 € de vin et de champagne pour impressionner ma tante. Et puis, il y avait le cadeau surprise, le clou du spectacle que je gardais secret, un week-end en thalasso à Deauville pour mes parents, une réservation à 1 000 € déjà payée. Je voulais leur offrir une pause, un moment de bonheur. Je pensais naïvement que ce geste me vaudrait enfin un peu de reconnaissance, peut-être même de l'amour. Quelle idiote j'avais été. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré ni crié. J'ai simplement posé la boîte de décoration sur le sol avec une lenteur calculée. Mon geste était doux, presque cérémonieux. J'ai senti leur regard sur moi, attendant une explosion de larmes, une crise d'hystérie qui leur aurait permis de me traiter de fille instable et de valider leur comportement. Mais rien de tout cela n'est venu. J'ai tourné les talons et j'ai marché vers ma chambre, le dos droit, chaque pas mesuré. Le silence dans le salon était palpable, chargé d'une incertitude nouvelle. Ma mère pensait m'avoir brisée. Elle s'imaginait sans doute que j'allais passer la soirée à pleurer. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui venait de s'enclencher dans mon esprit. La tristesse avait laissé place à une clarté glaciale, une détermination froide et tranquille. Un plan commençait déjà à se dessiner, précis et implacable. La personne dont ils n'avaient pas besoin allait leur montrer exactement à quel point elle était nécessaire. Une fois dans ma chambre, la porte fermée, je ne me suis pas effondrée. Le choc avait laissé place à une sorte de calme étrange, une lucidité presque chirurgicale. Ce n'était pas la première fois. Cette dynamique toxique avait commencé il y a 3 ans, lorsque mon père avait perdu une part importante de ses revenus. Ma mère, terrifiée à l'idée que sa sœur voie leur train de vie baisser, était entrée dans une panique silencieuse. J'avais tout juste commencé à travailler, et pour la première fois, je gagnais un salaire décent. Je me souviens de sa voix, faussement décontractée, me demandant une petite aide pour le repas de Noël, juste pour ne pas faire les choses à moitié. J'avais viré 500 € sur son compte,
fière de pouvoir les aider. Je pensais que c'était un geste ponctuel, un acte d'amour. Je n'avais pas compris que je venais de signer un contrat invisible, un contrat où mon amour était devenu leur budget. L'année suivante, la petite aide était devenue une attente. Ma mère ne demandait plus, elle suggérait. « Oh, ton frère Lucas adorerait cette nouvelle console de jeu, mais tu sais, les temps sont durs. Je l'avais achetée. Ta tante serait si impressionnée si nous servions ce champagne millésimé. Je l'avais payé. Chaque Noël, la liste de leurs désirs s'allongeait et mes économies fondaient. Je me justifiais en me disant que je le faisais pour la paix familiale, pour voir ma mère sourire, même si ce sourire ne m'était jamais vraiment destiné. L'an dernier, j'ai dû annuler mes propres vacances d'hiver pour financer leur réveillon. Ils ne l'ont jamais su. Ils ont juste commenté que j'avais l'air fatiguée, sans jamais se demander pourquoi. Mon sacrifice était devenu leur confort, et mon silence, leur permission de continuer à prendre sans jamais rien donner en retour. J'avais bien tenté de parler à mon père, une fois. C'était il y a quelques mois, alors que les premières discussions sur Noël commençaient. Je l'avais pris à part dans la cuisine, lui expliquant timidement que le budget de cette année serait difficile à tenir pour moi seule. Son regard est devenu fuyant, mal à l'aise. Il a posé sa tasse de café et a marmonné quelque chose comme « Ne commence pas à créer des problèmes, Léa. Tu sais comment est ta mère avec les fêtes. Faisons en sorte que tout se passe bien. » Il n'a pas vu ma détresse, ou a choisi de l'ignorer. Il préférait le confort d'une paix factice à la confrontation nécessaire pour protéger sa propre fille. Sa lâcheté était peut-être pire que la cruauté de ma mère, car il était le seul qui aurait pu changer les choses. Son silence était une trahison, une validation tacite de mon exploitation. Il m'avait laissé seule face à elle. Et puis il y avait Lucas, mon petit frère de 17 ans, le prince de la maison. Pour lui, tout était un dû. Il n'avait aucune idée de la provenance de l'argent qui finançait ses cadeaux coûteux et le train de vie que mes parents s'efforçaient de maintenir. Il me voyait comme la grande sœur ennuyeuse et responsable, celle qui gâchait toujours un peu l'ambiance avec son sérieux. Le sourire narquois qu'il avait esquissé dans le salon en était la preuve parfaite. Il se délectait de ma mise à l'écart, car elle renforçait sa position de favori. Il y a une semaine, il m'avait lancé, en riant, que je devrais me détendre un peu et profiter de la vie, alors que je venais de passer ma soirée à comparer les prix des traiteurs pour économiser quelques dizaines d'euros sur leur fête. Il profitait de la vie, oui. Ma vie que je sacrifiais pour lui offrir la sienne sur un plateau d'argent. Assise sur le bord de mon lit, le silence de ma chambre contrastait violemment avec la tempête dans ma tête. La douleur était là, profonde, mais elle était désormais accompagnée d'une colère froide et déterminée. Il m'avait poussé à bout, non pas avec un grand drame, mais avec le poids cumulé de milliers de petites coupures, de milliers de sacrifices invisibles. Le week-end en Thalasso à Deauville, ce cadeau à 1000 € que je gardais secret, me semblait maintenant d'une ironie cruelle. Je voulais leur offrir du repos, une évasion, alors que j'étais moi-même prisonnière de leurs attentes. J'ai regardé mon ordinateur portable posé sur mon bureau. Toutes les confirmations de paiement, toutes les réservations, tous les reçus étaient dans ma boîte mail. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils avaient oublié un détail crucial. La personne dont ils n'avaient pas besoin était aussi celle qui tenait toutes les ficelles de leur précieux Noël. J'étais assise sur mon lit depuis près de 2 heures, le silence de ma chambre n'étant brisé que par les rires étouffés provenant du salon. Ils avaient déjà oublié. Pour eux, l'incident était clos. Ma tristesse n'était qu'un détail insignifiant dans leur soirée. C'est alors que mon téléphone a vibré sur la couette. Un message de ma mère. Mon cœur a eu un soubresaut idiot, une fraction de seconde d'espoir. Peut-être des excuses, un mot de regret. J'ai ouvert la notification. Le message était sec, dénué de toute émotion. J'espère que tu n'as pas oublié de récupérer les huîtres et le champagne. Ta tante arrive demain à 18h. Sois là pour l'accueillir. Je serai chez le coiffeur. Pas un mot sur ce qui venait de se passer. Pas une once de remords. Juste une nouvelle liste d'ordres. Le téléphone m'a semblé glacial dans ma main. Ce n'était pas une simple maladresse. C'était un effacement total de ma personne. J'étais une employée, une facilitatrice de son bonheur. Et rien de plus. Cet électrochoc a balayé les dernières bribes de tristesse
pour laisser place à une colère pure et cristalline. Elle ne me voyait pas. Elle ne m'avait jamais vue. J'étais un portefeuille sur pattes, une intendante corvéable à merci. Le fait qu'elle soit chez le coiffeur pendant que je devais courir pour ses invités était la métaphore parfaite de notre relation. Elle s'occupait de son image, et je m'occupais de la réalité qui la soutenait. J'ai relu le message, encore et encore. Chaque mot était une insulte. Sois là pour l'accueillir. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Elle ne m'avait pas seulement dit que personne n'avait besoin de moi. Elle venait de me prouver que mon seul rôle était d'être utile, et que mes sentiments n'avaient absolument aucune importance dans l'équation. Le décalage entre sa cruauté et ses attentes était si absurde, si grotesque, que j'ai failli en rire. Un rire amer qui ne franchit jamais mes lèvres. J'avais besoin d'une voix extérieure, d'une confirmation que je n'étais pas folle. J'ai appelé Manon, ma meilleure amie. Elle était la seule à connaître l'étendue de mes sacrifices financiers. Je lui ai tout raconté, d'une voix blanche, sans une seule larme. L'humiliation dans le salon, le message glacial, le poids de ces 3 années de silence. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un court silence au bout du fil, puis sa voix, ferme et sans équivoque, a prononcé les mots qui ont tout changé. Tu leur donnes le pouvoir de te détruire, Léa. Ils te traitent comme un paillasson parce que tu te laisses faire. Reprends ce pouvoir. Annule tout. Ces paroles ont résonné en moi avec la force d'une évidence. Elle n'avait pas essayé de me consoler ou de minimiser la situation. Elle m'avait donné une solution, une porte de sortie. Reprendre le pouvoir. L'idée était terrifiante et exaltante à la fois. Après avoir raccroché, je suis restée immobile un long moment. La phrase de Manon tournait en boucle dans ma tête. Annule tout. C'était si simple, et pourtant si radical. Mon regard s'est de nouveau posé sur mon ordinateur portable. Les confirmations de paiement, les réservations, les reçus. Toutes ces preuves de mon amour et de mon sacrifice étaient devenues des armes. Les armes de ma libération. Une nouvelle énergie m'a envahi, une détermination froide que je ne me connaissais pas. La peur de leur réaction, la culpabilité qui m'avait toujours paralysée. Tout cela s'était évaporé. Il ne restait qu'une certitude. Je ne pouvais pas laisser cette situation continuer. Ce n'était plus une question de fierté, mais de survie. Je devais tracer une ligne infranchissable, non seulement pour moi, mais aussi pour la personne que je voulais devenir. Une personne qui ne se laisserait plus jamais traiter comme si elle n'avait aucune valeur. J'ai ouvert mon ordinateur. La lumière de l'écran a éclairé mon visage dans la pénombre de la chambre. J'ai accédé à ma boîte mail et j'ai ouvert un nouveau dossier que j'ai nommé « Libération ». Le premier mail que j'ai trouvé était la confirmation de la commande chez le traiteur de luxe. 600 €. L'acompte avait été versé depuis mon compte personnel 3 semaines plus tôt. Leurs conditions d'annulation étaient claires. Passé 48 heures avant la livraison, aucun remboursement. Il était trop tard pour récupérer l'argent, mais il n'était pas trop tard pour annuler le service. L'argent était perdu, mais ma dignité ne l'était pas. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ma décision. Ils voulaient un Noël parfait, financé par mon silence et ma peine. J'allais leur offrir la vérité, servie sur un plateau vide. Et la première étape de ce nouveau menu n'était qu'à un clic de souris. Avec un geste précis, j'ai cliqué sur le lien « Annuler ma commande » du traiteur. Le site a affiché un message de confirmation me rappelant que l'acompte de 300 € n'était pas remboursable. J'ai fixé l'écran, sentant le poids de ces 600 € s'évaporer non pas comme une perte, mais comme le prix de ma liberté. C'était la première étape, la plus irréversible. Dans le salon, j'entendais le rire de ma mère, un son qui, quelques heures plus tôt, m'aurait brisé le cœur. Maintenant, il ne faisait que renforcer ma résolution. Chaque éclat de sa voix insouciante était une justification de plus. Il voulait un Noël parfait, une façade impeccable pour impressionner la famille. Il ne savait pas que les fondations de ce spectacle venaient de s'effondrer. J'ai fermé la fenêtre du navigateur, un calme glacial s'installant en moi.
La solitude de ma chambre était devenue mon sanctuaire, le quartier général de ma révolution silencieuse. Le plan n'était plus une idée vague. Il était en marche. Je suis passée à l'étape suivante. Les boissons. La commande de 400 € de vin fin et de champagne, passée chez un caviste réputé du centre-ville, était prévue pour une livraison le lendemain matin. Un simple appel téléphonique a suffi. L'homme au bout du fil a été compréhensif, presque désolé pour moi, comme s'il sentait l'urgence derrière ma voix faussement calme. Annulation pour imprévu familial, ai-je dit, et l'ironie de mes propres mots m'a presque fait sourire. L'imprévu, c'était moi. C'était ma prise de conscience. Pendant que je parlais, j'ai créé ce fameux dossier sur mon bureau d'ordinateur, celui que j'ai nommé « Libération ». J'y ai sauvegardé la capture d'écran de l'annulation du traiteur. Puis j'ai noté l'heure et la date de mon appel au caviste. Chaque action était documentée, chaque preuve était méticuleusement archivée. Ce n'était plus une réaction émotionnelle, c'était devenu une opération chirurgicale. Je disséquais leur Noël parfait, coupant un à un les fils invisibles qui le maintenaient en place. Mes fils. Le plus difficile a été d'annuler la réservation pour le week-end en Thalasso à Deauville. Ce cadeau à 1 000 € était mon secret, mon espoir insensé qu'un geste d'une générosité immense pourrait enfin leur ouvrir les yeux. Je me souvenais de l'excitation que j'avais ressentie en payant, imaginant leur surprise, leur joie. J'imaginais ma mère, pour une fois, me regardant avec fierté, peut-être même avec amour. Quelle idiote j'avais été. En ouvrant l'email de confirmation de l'hôtel, j'ai senti une pointe de chagrin, non pas pour eux, mais pour la fille naïve que j'étais encore une semaine plus tôt. J'ai cliqué sur le bouton d'annulation. Les conditions étaient claires. 50% de frais. 500 € perdus. C'était le prix à payer pour tuer mon dernier espoir. L'email de confirmation d'annulation est arrivé instantanément. Je l'ai glissé dans le dossier Libération. C'était la pièce maîtresse, la preuve non seulement de leur dépendance, mais aussi de mon amour trahi. Ensuite, je me suis connectée à mon compte bancaire. La liste des dépenses des dernières semaines défilait sous mes yeux. Une litanie de sacrifices. Les 850 € de cadeaux commandés en ligne, que j'ai annulés un par un. Les différentes avances pour les courses. Le total était là, en rouge, implacable, 2 850 €. Mon souffle s'est coupé en voyant ce chiffre. C'était plus que mon salaire mensuel. C'était le fruit de mois d'économie, l'argent que je mettais de côté pour mon propre avenir, pour un acompte sur un appartement. J'ai imprimé le relevé de compte des 2 derniers mois. J'ai pris un surligneur jaune et j'ai méthodiquement marqué chaque ligne correspondant à leurs dépenses de Noël. La page était couverte de jaune fluorescent, une preuve matérielle et incontestable de mon rôle invisible. J'ai ensuite imprimé chaque email d'annulation. La petite pile de papier sur mon bureau a grandi, devenant un dossier solide, un acte d'accusation silencieux. Une fois tout terminé, je me suis assise sur mon lit, le dossier posé à côté de moi. Un calme absolu m'a envahi. Il n'y avait plus de colère, plus de tristesse, seulement une clarté limpide. J'avais repris le contrôle. J'avais transformé ma douleur en un plan d'action. De l'autre côté de la porte, les rires continuaient. Ils parlaient du menu du lendemain, des cadeaux qu'ils espéraient, de la perfection de leur réveillon à venir. Ils vivaient dans une illusion que j'avais construite et que j'étais sur le point de démolir. Je n'avais plus peur. J'ai regardé l'heure, 23h30. Dans moins de 24 heures, ma tante et mes grands-parents seraient là, attendant un festin qui ne viendrait jamais et des cadeaux qui n'existaient plus. Ils attendaient une fête. Je leur avais préparé autre chose, la vérité. Et l'heure de leur présenter l'addition approchait à grands pas. Le 24 décembre, à 19h précise, je suis entrée dans le salon. J'étais habillée pour sortir, avec mon manteau déjà sur les épaules. L'atmosphère était glaciale, et pas seulement à cause de la météo. Ma tante et mes grands-parents étaient assis sur le canapé, leur sourire poli figé par l'inconfort. La table basse était nue, le sapin tristement vide à sa base. Il n'y avait aucune odeur de chapon rôti, aucun bruit de verre qui trinque. Il n'y avait que le son strident de la voix de ma mère, au téléphone dans un coin de la pièce. Elle hurlait sur quelqu'un.
probablement le traiteur, le visage congestionné par la rage. Elle ne m'a pas vue entrer, trop absorbée par la catastrophe qu'elle ne comprenait pas encore. Le silence de mon père et de mon frère était assourdissant. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais ils ne pouvaient pas imaginer à quel point. Le spectacle était sur le point de commencer, et j'étais arrivée juste à temps pour le premier acte. Elle a raccroché le téléphone avec un claquement sec, le plastique protestant sous la pression de ses doigts. Ses yeux m'ont balayée, et toute sa fureur s'est instantanément concentrée sur moi. « Léa, où étais-tu ? Le traiteur ne vient pas, les cadeaux ne sont pas là. Tu as tout fichu en l'air. » Son accusation a résonné dans le silence pesant. Mes grands-parents ont sursauté. Ma tante a baissé les yeux, gênée. Mon frère a esquissé un petit sourire suffisant, ravi de me voir enfin prendre la foudre à sa place. Je n'ai pas scié. J'ai avancé lentement vers la table basse, mon sac à main en bandoulière. J'ai soutenu son regard sans flancher, laissant sa colère se briser contre mon calme. Puis, d'une voix posée, claire et qui portait dans toute la pièce, j'ai répondu. « Tu as dit que personne n'avait besoin de moi. J'ai simplement annulé tout ce qui venait de la personne dont vous n'aviez pas besoin. » De mon sac, j'ai sorti la liasse de papier que j'avais préparée. Le dossier « Libération ». Je l'ai posé sur la table avec un bruit mat qui a fait tressaillir tout le monde. Le ricanement de mon frère s'est éteint. Mon père s'est approché, le front plissé par l'incompréhension. Ma mère m'a regardée comme si j'étais folle. « Annuler quoi ? Qu'est-ce que tu racontes encore ?» Sa voix était un mélange d'incrédulité et de mépris. Sans un mot, j'ai poussé le relevé de mon compte bancaire vers mon père. Les lignes surlignées en jaune fluo semblaient presque crier. Ça, le traiteur à 600 €. Les cadeaux pour tout le monde à 850 €. Les vins et le champagne à 400 €. Et ça... J'ai sorti la brochure de l'hôtel de Deauville de l'Alias et je l'ai jetée sur le dessus. Le mot « annulé », que j'avais écrit en grand au marqueur rouge, était impossible à ignorer. Votre week-end surprise en Thalasso à 1 000 €, payé avec mon argent. Un silence de mort est tombé sur le salon. Ce n'était plus un silence inconfortable. C'était un vide abyssal où chaque respiration semblait une intrusion. Mon père a pris le relevé bancaire. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux parcouraient les lignes, son visage passant de la confusion à une pâleur cireuse. J'ai vu la prise de conscience, la honte, la réalisation soudaine de sa propre lâcheté. Ma tante a écarquillé les yeux, sa bouche entr'ouverte, comprenant enfin les tensions qu'elle avait dû sentir sans jamais les nommer. Mes grands-parents se regardaient, l'air dévasté. Ils voyaient la vérité crue de leur famille, exposée sous la lumière crue du salon. Le Noël parfait de ma mère venait de s'écrouler, non pas à cause d'un traiteur défaillant, mais à cause de la vérité. Toute la pièce était suspendue au souffle de ma mère, attendant sa réaction, sa justification, peut-être même ses excuses. Mais il n'y en a pas eu. Son visage, d'abord rouge de colère, est devenu blanc comme un linge. Elle a regardé les papiers, puis mon père, puis moi, cherchant une faille, une échappatoire, une manière de retourner la situation à son avantage. Mais il n'y en avait aucune. Les preuves étaient là, froides, imprimées, irréfutables. Sa façade de mère parfaite et de maîtresse de maison accomplie s'est fissurée, puis s'est effondrée en un instant. Dans un dernier sursaut de déni, trahissant sa déconnexion totale de la réalité, elle a hurlé, non pas de remords, mais d'indignation. Sa voix était stridente, presque inhumaine. « Quel week-end ? Tu as pris cet argent où ?» Cette question, cette accusation finale, a scellé son sort. Elle ne voyait pas le sacrifice. Elle ne voyait que l'argent et une employée qui avait osé se rebeller. C'était fini. J'avais gagné. La question de ma mère est restée suspendue dans l'air vicié du salon, une absurdité flottant au-dessus des ruines de sa soirée parfaite. « Tu as pris cet argent où ?» Elle n'avait rien compris. Elle ne voyait pas le sacrifice, seulement la transaction. Mon père, lui, avait le regard fixé sur le relevé bancaire, son visage une toile de honte et de réalisation tardive. Ma tante a posé sa main sur le bras de mon grand-père,
comme pour le retenir, tandis que ma grand-mère me regardait avec une tristesse infinie, une tristesse qui disait « Je savais ». Lucas, pour la première fois, avait perdu son air suffisant. Il semblait soudain plus jeune, perdu. La fureur d'Isabelle s'est muée en une panique blanche quand elle a compris que personne ne la soutenait. Son public s'était retourné contre elle. Les murs de son château de cartes, si soigneusement construits sur mes économies et mon silence, venèrent de s'effondrer en un instant, la laissant seule au milieu des décombres. Mon père a lentement relevé la tête. Ses yeux n'exprimaient pas de la colère, mais une lassitude si profonde qu'elle semblait l'avoir vieilli de 10 ans. Il a regardé ma mère, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Il a tendu le relevé bancaire vers elle, le papier tremblant entre ses doigts. « C'est son argent, Isabelle », a-t-il dit d'une voix rauque, à peine un murmure, mais qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence. Tout ça, c'est son argent. Depuis des années. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé. Il a simplement énoncé un fait, et ce simple fait a brisé le dernier rempart de déni de ma mère. Elle a ouvert la bouche pour protester, pour mentir encore, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois de sa vie, elle était sans voix, exposée, vaincue non par une attaque, mais par la simple et implacable vérité qu'il venait enfin de cautionner. Ma tante s'est levée avec une grâce maladroite, son manteau déjà à la main. « Je crois que nous allons y aller », a-t-elle annoncé, sa voix douce mais ferme ne laissant aucune place à la discussion. Il se fait tard. Mes grands-parents l'ont suivi sans un mot, évitant de croiser le regard de ma mère. Leurs adieux furent brefs, empreints d'une pitié qui était pour ma mère la pire des humiliations. La porte s'est refermée sur eux, scellant l'échec public de son Noël parfait. Nous sommes restés là, tous les 4, dans le silence glacial d'un champ de bataille. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu des bruits dans la cuisine. Ils ont dîné des restes de la veille, du pain et du fromage. Sur un coin de la table qui aurait dû être couverte de mets raffinés, le festin de la vérité était bien plus amer que ce qu'ils avaient imaginé, et personne n'avait faim. J'ai remis mon sac sur mon épaule, le geste lent et délibéré. C'était mon tour de partir. Ma mère était assise sur le canapé, recroquevillée, le regard vide. Elle ne m'a pas regardée quand je me suis dirigée vers la porte. C'est mon père qui a parlé. « Léa, attends !» Sa voix était faible, suppliante. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. Si je croisais son regard, je risquais de voir une peine qui me ferait douter. « Je suis désolée », a-t-il ajouté. J'ai hoché la tête, un mouvement imperceptible. « Je sais », ai-je répondu, et c'était la vérité. Je savais qu'il était désolé. Mais le pardon était une chose, et rester en était une autre. J'ai ouvert la porte. « Joyeux Noël », ai-je murmuré pour moi-même, avant de la refermer doucement derrière moi, sans un claquement, sans un bruit. Juste la fin silencieuse d'une histoire. L'air froid de la nuit m'a saisi, mais il était pur, vivifiant. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids de ces 3 dernières années se dissoudre dans l'obscurité. Chaque pas sur le trottoir m'éloignait un peu plus de cette maison qui avait été ma prison. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais ce que je laissais. Une famille brisée par ses propres mensonges. Une mère confrontée à son vide intérieur et un père à sa lâcheté. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts agiles malgré le froid. J'ai envoyé un simple message à Manon. C'est fait. J'arrive. Sa réponse a été quasi instantanée. La porte est ouverte et la pizza est en route. Un sourire, le premier vrai sourire de la journée, s'est dessiné sur mes lèvres. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois, il m'appartenait entièrement. La route était devant moi, claire et dégagée. Ce Noël-là, je l'ai passé sur le canapé de Manon, en pyjama, à manger une pizza 4 fromages directement dans la boîte. Il n'y avait pas de champagne millésimé, pas de foie gras, pas de cadeaux coûteux sous un sapin surchargé.
Il n'y avait que le son de son rire, la chaleur d'un plaid sur mes genoux, et un silence apaisant. Un silence qui n'était pas lourd de non-dits, mais rempli de compréhension. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en service. Je n'étais pas une organisatrice, une banquière ou une médiatrice. J'étais juste Léa, une amie, une personne qui avait le droit d'être fatiguée, d'être triste, et surtout d'être simplement là, sans avoir à justifier mon existence par mon utilité. Ce soir-là, en regardant un vieux film de Noël à la télévision, j'ai compris que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de sécurité, de respect et d'amour inconditionnel. J'ai trouvé tout cela dans une part de pizza partagée avec mon ami. 6 mois ont passé. Je n'habite plus à Lyon. J'ai demandé ma mutation et j'ai trouvé un petit appartement à Bordeaux, une ville où je ne connaissais personne. C'était terrifiant et absolument nécessaire. Mon nouveau chez-moi est minuscule, avec une seule grande fenêtre qui donne sur une cour intérieure pleine de plantes. Il n'y a pas de place pour un grand sapin ou une table de banquet, et cette idée me remplit d'une paix immense. J'ai meublé cet espace avec ce que j'ai pu me permettre. Chaque objet choisi par moi. Pour moi, ce n'est pas le grand standing auquel ma mère aspirait, mais c'est mon sanctuaire. C'est l'endroit où je peux respirer, où personne ne me demande de prouver ma valeur. J'ai appris à apprécier la solitude, non pas comme un vide à combler, mais comme un espace pour me retrouver. La personne que j'étais, celle qui cherchait désespérément l'approbation, a commencé à s'effacer pour laisser place à une femme que je commence à peine à connaître et que j'apprends à aimer. Je n'ai plus de contact avec ma mère ni avec mon frère. Je sais, par mon père, qu'ils ne m'ont jamais pardonné. Ils ne voient pas leur cruauté, seulement ma trahison. Ils pensent que je leur ai volé un Noël, sans comprendre qu'ils m'avaient envolé 3 ans de ma vie, de mes économies et de ma santé mentale. Mon père m'appelle parfois, le dimanche soir. Nos conversations sont courtes, maladroites. Il me demande si je vais bien, je lui réponds que oui, et un long silence s'installe. Je sais qu'il est rongé par la culpabilité, mais je sais aussi qu'il ne quittera jamais ma mère. Il a choisi son camp il y a bien longtemps. Je ne ressens plus de colère envers lui, seulement une sorte de pitié triste. J'ai appris la leçon la plus difficile de toutes. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer, ni à nous voir. On peut seulement choisir de s'éloigner de ceux qui insistent pour nous garder invisibles. L'argent que j'aurais dépensé pour ce Noël, c'est 2 850 €, est resté sur mon compte d'épargne. Pendant des semaines, je me connectais juste pour regarder ce chiffre, le symbole tangible de ma libération. C'était l'argent de mon avenir, la compte pour une vie que je construisais enfin pour moi-même. Il y a 1 mois, j'ai utilisé une petite partie de cette somme pour m'offrir quelque chose que j'avais toujours voulu, un billet d'avion pour l'Italie. Je partirai seule cet été. L'idée de m'asseoir à une terrasse à Rome, avec un livre et un café, sans personne pour me dire ce que je devrais faire ou ressentir, est le plus beau cadeau que je me sois jamais fait. Ce n'est pas un week-end en Thalasso pour apaiser la conscience des autres, c'est un voyage pour nourrir mon âme. Je ne suis plus la fille qui finance les rêves des autres. Je suis devenue une femme qui réalise les siens. Cette expérience m'a brisée, mais elle m'a aussi reconstruite, plus forte et plus consciente de ma propre valeur. J'ai appris que poser des limites n'est pas un acte de cruauté, mais le plus grand acte d'amour-propre qui soit. Parfois, pour se sauver, il faut accepter de perdre ceux que l'on pensait devoir aimer à tout prix. J'ai perdu une famille, mais j'ai gagné ma liberté, ma paix et mon avenir. C'est un échange que je referai sans hésiter. Ma vie est plus simple aujourd'hui, moins spectaculaire, mais elle est authentique. Elle est à moi. Je ne sais pas si j'ai eu raison de tout détruire ce soir-là, mais je sais que c'était la seule façon de survivre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?